L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes, très fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche Romaric Boko, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, il est promoteur culturel, mais avant ça, notez qu'il a été candidat aux élections législatives de 2023, je disais tantôt qu'il est promoteur culturel, il est détenteur de la licence préfectorale de production de spectacles vivant en France, bien évidemment. Il est statisticien de formation, il est également opérateur économique. Avec lui, nous ferons un peu le tour de l'actualité politique nationale. Nous parlerons également de son avenir politique, pour ne pas dire son activisme politique. Bonjour à vous, Romaric Boko. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, puisque vous avez été aimé via les réseaux sociaux, nous avons remarqué depuis un certain temps que vos posts sont un peu piquants à l'endroit de la rupture. Est-ce que vous êtes en train de vous désolidariser progressivement de la gouvernance du président Patrice Talon? D'abord, permettez-moi encore une fois de renouveler tout mon soutien inconditionnel au président Patrice Talon, au gouvernement. Je suis un membre du bureau politique du Bloc républicain. J'ai eu la chance d'avoir eu des séances de travail avec le président Patrice Talon. Et je me rappelle un jour, il nous a dit ceci. Vous, les acteurs politiques du parti BEUP, vous êtes mes oreilles, mes yeux, dans vos quartiers respectifs et dans la ville et dans le pays. Parce que les gens n'ont pas forcément accès à moi, mais vous, en tant que leader politique, ils ont accès à vous dans vos quartiers. Donc, vous devez leur faire passer la bonne information. Vous devez les soutenir, les défendre et leur rappeler qu'il n'y a que le BE et l'UP qui peuvent régler leurs problèmes. Parce que nous sommes de la mouvance. C'est la raison pour laquelle je pense que vous parlez de l'affaire Togbin, du poste... Oui, ça c'est très récemment. On a vu également au niveau, lorsqu'il y a eu des remaniements ministériels, il y a eu des choix de ministres, vous avez estimé que quand même on pourrait quand même regarder au sein des partis qui soutiennent la mouvance. On en reviendra quand on parlera de la réforme du système partisan. Oui, par rapport au cas Togbin. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet par exemple? Bon, vous savez, en tant que leader politique, en 2021, décembre 2021 ou fin novembre 2021, il y a eu un groupe de la diaspora, de Béninois de la diaspora, qui ont fait le déplacement depuis la France, les États-Unis et l'Allemagne, qui sont venus me rencontrer au bureau avec quelques membres de nos compatriotes béninois qui sont venus me rencontrer pour m'exposer un problème. Le problème est ceci. C'est-à-dire que, j'explique brièvement le cas Togbin. Oui. En 2005, c'est-à-dire sous le régime du feu Mathieu Kérékou, il y a eu une déclaration d'utilité publique sur toute la zone, depuis le carrefour Fidiocé jusqu'à Ouida. C'est-à-dire toute la zone, que ce soit maritime, côté nord, côté sud. Il faut rappeler que le côté sud, c'est la zone maritime, et le côté nord, c'est là où il y a les immeubles et les maisons. Donc depuis 2005, en toute légalité, normalement, les gens ne devaient même pas construire, ni acheter, ni vendre. Mais il s'est fait que les gens ont fait des achats, des cessions, des ventes,
les Béninois, nos frères et sœurs, se sont installés dans cette zone. Le président Patrice Talon, en 2020, vu le nombre de maisons, d'habitations qu'il y avait, a délimité, a déclassé et dégelé, le 29 avril, au Conseil des ministres, cette zone du carrefour Fidiosé jusqu'à l'école de théâtre à Loubendine. Je parle du côté nord. Le côté nord, c'est le côté opposé à la mer. Le côté sud, étant le côté maritime, est toujours déclaré domaine maritime public. Il s'est fait que, après le 29 avril, nos compatriotes d'ici et d'ailleurs ont fait des acquisitions. J'ai vu les actes notariels. J'ai vu des conventions de vente sur lesquelles la parcelle à 300 mètres carrés coûte en moyenne 25 voire 30 millions. Je parle d'après 29 avril 2020. Mais le 17 novembre 2021, contre toute attente, il y a un autre décret qui sort, contradictoire au premier décret, qui stipule que, bon, pour des excusez-moi, je dois rapidement jeter un coup d'œil sur afin de lire exactement ce qu'ils ont dit. Vous êtes venu avec la copie? Bien sûr, des deux décrets. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique dans cette zone, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé nord de la route des pêches. Mais avec l'évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans le dit projet, il est apparu judicieux de réintégrer une portion comprise entre le carrefour dit Togben-Daro et la dite école de théâtre. On parle bien du côté nord, c'est-à-dire du carrefour Sonayon, l'agent immobilier, jusqu'à l'école de théâtre. C'est une zone de 20 hectares, 9 531 mètres carrés, de 326 parcelles de 325 mètres carrés réparties en 26 lots. Okay, c'est un domaine recasé. C'est un domaine recasé, morcelé et logé. Mieux encore, ceux qui avaient fait leurs acquisitions, ils se sont rapprochés de la mairie d'Abomey-Calavi. Ils ont cotisé et ils ont demandé à monsieur le maire une autorisation pour faire ce qu'on appelle les opérations de lotissement et d'assainissement qui leur a été accordée. Et rassurez-vous, ils ont dépensé plus d'une 50aine de millions pour faire l'ouverture des voies et tout ce qui va avec. Il y a certains qui ont même construit. Mais il se fait que le ministre Tonato les a reçus sur instruction du président de la République le 13 février 2022. Bien avant cela, j'étais la première personne en tant que leader politique à défendre ses propriétaires. Ce qui m'a valu 4 jours de garde à vue. Je ne l'ai jamais dit à personne, vous êtes la première personne à qui je le dis. Et vous savez, le DG de l'ANDF m'a dit au téléphone, Monsieur Bokor, si vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Et je me rappelle ce jour, je lui ai dit quelque chose, si vous me le permettez, je vais le dire. On ne va pas remettre le couteau dans la plaie, on va y aller très vite. Parce que... Donc, et je leur ai rappelé ceci, que nous sommes là pour défendre les intérêts de la nation. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? On leur a promis 5 000 francs le mètre carré. Et j'ai dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que il ne peut pas acheter des parcelles sur autorisation du président de la République, faire des investissements et vous n'allez pas les dédommager selon l'article 231 du Code foncier, qui dit ceci. Est-ce à dire que selon vous, l'estimation des dédommagements qui a été effectuée, selon vous, elle est minime? Excusez-moi, l'article 234 et non 231. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Écoutez, lorsque l'État décide de prendre les terres des Béninois et le DG Simo, qui est sous les ordres, les instructions du ministre Tonato, dit ceci à la télé. Nous allons prendre ces terres, les remorceler et les vendre à des investisseurs pour qu'ils puissent faire leurs habitations. En sachant que ce sont nos Béninois qui ont construit là, et d'autres qui sont en construction, et d'autres qui veulent construire. Donc vous comprenez que lorsque vous voulez prendre des terres de nos compatriotes pour en faire des activités commerciales, il est tout à fait normal que la loi soit respectée et qu'ils soient indemnisés. Surtout que tous ces actes ont été opérés suivant
les autorisations du chef de l'État, du Conseil des ministres, et certains ont même payé. Donc, à vous entendre, le montant d'indemnisation n'est pas cohérent avec les investissements qui ont été effectués, c'est ça? C'est ce que vous dénoncez? L'indemnité n'est pas cohérente. Alors, la Cour constitutionnelle a statué là-dessus. Parce que Elle a dit quoi? La Cour constitutionnelle a dit ceci. Je vais vous lire la décision de la Cour constitutionnelle. Juste que j'arrive à retrouver. Alors, pour qu'on fasse vite, selon vous, la Cour constitutionnelle, elle a approuvé la démarche du gouvernement ou elle a été contre? La Cour constitutionnelle a dit qu'en l'état, qu'ils ne peuvent pas statuer. En l'état, voilà. Qu'en l'état, il convient de dire qu'il n'y a lieu à statuer. C'est la décision de la Cour constitutionnelle. Romaric Bokor, vous êtes un acteur politique. politique. Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la violation des articles 7, 8, 9, 22, 26, 35 de la Constitution et 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et renvoie le collectif des propriétaires au tribunal du droit commun. Alors. Mais moi, la question que j'aimerais poser aujourd'hui aux membres de la Cour constitutionnelle, qui ont, par une décision du 27 juillet 2023, en sachant que les gens sont en train d'être cassés, et qui dit qu'en état de lieu, en l'état, il n'y a pas encore d'expropriation. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de tout ce qui se passe dans la République? Alors, je veux juste rappeler la référence de la décision. C'est la décision DCC 23-219 du 27 juillet 2023. Il est important de parler avec des preuves et des faits. Alors, en tant qu'acteur politique, membre du bureau politique du Bloc républicain, vu que vous avez été touché par cette situation, est-ce que vous en avez parlé? Vous avez évoqué le sujet au sein de votre formation politique? Écoutez, je pense que... Au regard du poids politique que votre formation politique a dans cette gouvernance. Je pense que tous les ministres du BR sont au courant de cette affaire. Aucun d'entre eux n'a daigné répondre aux différents courriers du collectif. J'en ai discuté avec d'autres personnes, très proches, au plus haut niveau, qui malheureusement préfèrent se taire, même s'ils sont conscients de ce qui se passe. Mais vous savez, nous, en tant que jeune génération politique, nous avons décidé de faire la politique autrement. C'est-à-dire d'être au service du peuple, d'être au service de la nation et de défendre la jeunesse, le peuple, suivant les deux principes fondamentaux de la théorie de justice sociale de John Rawls et principalement le second principe qui dit ceci. Les inégalités sociales doivent être au plus grand bénéfice de ceux qu'on appelle les désavantagés, c'est-à-dire le bas peuple. Lorsque nous faisons la politique, c'est pour sauver les vies et non pas pour les défendre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans la politique. Et mon message aujourd'hui s'adresse au président Patrice Talon. De lui dire que quand on lui parle de 80 hectares de Togouin dans la zone 4, ce n'est pas 80 hectares, c'est 20 hectares qui posent problème aujourd'hui. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour rencontrer le ministre Donato? Bien sûr. Vous avez échangé avec lui? J'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui. Vous n'êtes pas convaincu de sa démarche? Je ne suis même pas convaincu de sa bonne foi. Alors, je ne suis même pas convaincu de sa bonne foi. Nous n'allons pas faire un procès parce que ce n'est pas véritablement ça l'essence de cette émission du jour. Alors, aujourd'hui, on sent qu'à plusieurs postes, on lit en filigrane que vous critiquez, si on peut le dire ainsi, parfois la gouvernance du président Patrice Talon ou peut-être des actions qui sont menées de part et d'autre. Alors, aujourd'hui, après des années de soutien à Patrice Talon, certes, à l'entendre de l'émission, vous avez dit que vous renouvelez ce soutien de façon inconditionnelle à Patrice Talon, mais est-ce que vous avez des remords? Vous savez, M. Chitou, en politique, tout le monde ne peut pas être satisfait à 100%. Mais nous devons, en tout temps et en tout lieu, avoir un raisonnement formel et cohérent et défendre ce qui est le plus juste possible. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfait de tout ce que Patrice Talon a fait? Je dirais oui. Il suffit de regarder un peu le changement dans nos grandes villes. Et vous allez voir, vous allez constater par vous-même tout ce qui se fait. Le président Patrice Talon nous a dit, lorsqu'il y a des petits problèmes, comme le cas de Togouin, comme le cas des billets d'avion qui ont déjà baissé, nous devons être les porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Oui, je suis satisfait. Je n'ai pas de regret à soutenir le président Patrice Talon. Et si c'était à refaire, je le referai. Sa gouvernance est à l'écoute, puisque vous donnez des témoignages tout à l'heure. Sa gouvernance est à l'écoute.
disons plutôt que quand on leur fait des propositions, ils écoutent, ils étudient. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, il y a une petite machination, je ne sais pas si c'est la fin du régime qui provoque cela, il y a un peu du laisser-aller. Et c'est ce que nous regrettons aujourd'hui. En tant qu'acteur politique, puisque vous parlez de la fin du régime, puisque en 2026, ce sera la fin des 2 mandats constitutionnels du président Patrice Talon, absolument. Quelle est votre appréciation du climat sociopolitique? Comme vous, hein, vous savez que le climat est un peu tendu actuellement par rapport à la révision de la Constitution qui est actuellement à l'Assemblée. Oui, à ce moment où nous enregistrons cette émission. Mais j'aimerais dire ceci aux Béninois, il faut qu'ils comprennent de quoi il s'agit. C'est la révision du code électoral. Mais quand on parle de code électoral, forcément on doit parler de la Constitution parce qu'il y a des articles qui sont répétés, qui sont recopiés du code électoral dans la Constitution. Mais l'injonction de la Cour constitutionnelle, c'était quand même de modifier carrément le code électoral, pas de constituer un code électoral qui suscitera une révision constitutionnelle. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez l'article 40, qui parle de 50 jours, du délai du dépôt des candidatures de la présidentielle, 40 jours, à compter de la date du début de campagne, qui correspond à l'article 153 de la Constitution. Donc vous êtes d'accord que quand on modifie la Constitution, quand on modifie le code électoral, on doit y reporter les informations dans la Constitution. Donc il ne peut pas y avoir légalement, je tenais à dire à tous les compatriotes que nous suivons tout ceci de près. Il ne peut pas y avoir de modification de code électoral sans modification de la Constitution. Mais de se tenir tranquille, nous on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas plus de 2 mandats. Patrice Talon partira en 2026. Moi, je peux leur certifier cela. Il partira. Il a même dit, dans son dernier speech, sa conférence, qu'il n'est même pas demandeur de quoi que ce soit. Mais il faut aussi dire que l'Assemblée a le droit de faire une révision de constitution. Mais est-ce que vous trouvez opportune cette révision à l'heure actuelle, au regard des enjeux? Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'acteur politique, bien que l'initiateur de cette révision constitutionnelle soit le président du groupe parlementaire des élus de votre parti politique, le Bloc républicain, est-ce que vous êtes partisan de cette révision constitutionnelle? Est-ce que pour vous, vous la trouvez opportune? Vous savez, moi j'ai donné mon avis et tout le monde sait ce que je pense. Vous pensez? Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à réviser le code électoral? C'est le parrainage. Et ce sont les dates qui se chevauchent. C'est-à-dire la date de parrainage des élus... Pour la présidentielle? Non, des élus municipaux pour la présidentielle. Vous savez, l'article 154 et 155 nous dit ceci, que pour réviser la Constitution, il faut qu'il y ait au moins, pour que cela soit pris en compte, il faut qu'il y ait 3/4. Dans le code, Là, vous êtes en train de parler des formes de révision constitutionnelle. Absolument. Maintenant, quand vous prenez par exemple les élections de 2026, les élections générales qui auront lieu le 11 janvier 2026, les députés vont entrer en fonction le 5 ou le 8. Ah non, ils entrent en fonction normalement le 8. Il ne faudrait pas que je me trompe. Oui. Voilà. Les députés élus à l'Assemblée, c'est l'article 153 de la Constitution. Les députés élus à l'Assemblée entrent en fonction et sont installés le 2e dimanche du mois de février de l'année, c'est-à-dire le 8 février. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. En sachant que la date limite de dépôt, c'est le 5 février. Donc, pour les députés, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Oui, justement, pour les maires, oui, justement, il y a un problème. Pour les maires, l'article 153-3 de la Constitution du novembre 2019 dit ceci. Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le 1er et le 3e dimanche du mois de février de l'année électorale, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2026. Donc, c'est là où le problème se pose. C'est-à-dire il y aura des maires qui seront déjà installés, et d'autres qui seront... Et c'est ce que la Cour a demandé de résoudre. Si vous voulez, moi, mon avis, oui, j'aurais peut-être dit que les maires en exercice jusqu'au 1er février 2026 parrainent. Ou encore
que les 50 jours soient ramenés à 60 ou 65 jours. Est-ce que vous me suivez? Donc, on règle déjà ce problème. Parce que c'est le parrainage qui nous... Mais la proposition du député Hassan Seibou, est-ce que vous l'approuvez? Mais ce que Hassan Seibou dit, c'est que nous allons faire les élections présidentielles avant les élections législatives et communales. À cause de ces problèmes de date. Est-ce que vous approuvez cette démarche? Personnellement, je n'ai pas à désapprouver ce que mon parti dit. Mais ce qui me concerne, et c'est mon avis et cela m'engage, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la Constitution a été claire pour les élections de 2026. Si c'est le parrainage qui doit causer un problème, mais on peut le mettre de côté d'abord pour les élections de 2026 et ensemble, nous allons nous asseoir. Vous pensez qu'on peut faire une élection présidentielle sans parrainage? Mais bien sûr. Est-ce que vous ne vous dites pas que ce serait un recul? Un recul par rapport à quoi? Puisqu'il y a eu des réformes, quelles réformes ont été effectuées à l'issue de dur labeur, et qu'en 2026, on est à quelques moments de leur expérimentation pour la première fois, et que l'on décide peut-être de mettre de côté. Beaucoup d'acteurs politiques ne seront pas d'accord avec vous. Vous parlez de l'expérimentation de la première fois. Vous avez vu ce qui s'est passé, où on a appris qu'il y a des gens qui sont allés à Lomé pour prendre de l'argent pour pouvoir parrainer. Un, il y a un problème de la corruption. Mais ça ne manquera jamais. Non. Deuxième. Oui. On a dit quoi? Est-ce que vous avez suivi un peu le mode de parrainage en France? Parce que le Bénin n'est pas le pionnier, hein, il n'est pas le premier dans ce domaine. La France a 42 000 élus habilités à parrainer. Mais seulement 500 mais seulement 500 sont exigibles à un candidat. Ce qui fait un taux de 1,19%. Ici, nous avons 10%. À mon avis, c'est déjà trop. Parce que cela limite le nombre de candidats maximum à 10. Mais si M. Chitou ou mon frère, M. Thomas, veut être candidat, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon explication, veut être candidat et qu'il estime qu'il possède toutes les capacités cognitives, les compétences et les moyens d'être un bon candidat, mais pourquoi le parrainage va lui poser un problème? Et je vais encore donner un exemple. Nous avons eu 2 candidats aux dernières présidentielles de 2021. Je parle du duo Agossa et du duo du FCBE qui ont eu les parrainages. Vous avez vu leur score? Il y a d'autres qui ont fait 1%, 2%. Mais le but du parrainage, c'est de ne pas avoir des candidats fantaisistes. C'est d'être porté par ce qu'on appelle des élus, des honorables, des maires, qui ont quand même une bonne assise et qui vont accompagner parce qu'ils ont un projet, parce que le candidat a un projet sérieux. Mais vous avez vu des gens qui ont parrainé, qui n'ont même pas suivi les candidats pour faire campagne avec eux. Ça, c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés. Donc pour moi, le parrainage doit être encore à l'étude. Je pense que nous devons prendre le temps de bien réfléchir, de savoir ce qui est bon et bien pour nous et pour le peuple. Moi, je n'aimerais pas que ce qui s'est passé en 2019, en 2021, se répète. Nous avons le temps. Le général Mathieu Crépon a dit, il vaut mieux perdre le temps pour trouver la solution plutôt que de perdre des vies. Alors, Omar Boko, tout à l'heure, ce que vous dites là, un peu en lien avec la réforme du système partisan, c'est la réforme du système partisan qui veut des partis politiques forts, des partis politiques à hégémonie nationale. Vous êtes au sein de cette formation politique, d'une des formations politiques aujourd'hui, surtout dans Patrice Talon. Alors, cette réforme du système partisan, pour vous, est-elle un échec ou un succès dans le paysage politique après expérimentation? Je ne dirais pas que c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis entré dans le BR en tant que président de mouvement jeunesse dynamique. Donc forcément, c'est grâce à la réforme du système partisan que je suis aujourd'hui dans le bloc républicain. C'est vrai que ce que nous avons un peu du mal, et nous l'avons dit au président Patrice Talon, c'est lorsqu'il y a des nominations, il faut qu'il cherche un peu dans les partis de la mouvance présidentielle. Parce qu'on ne peut pas parler du système partisan et que mais du jour au lendemain, on sort un monsieur qui n'a pas fait la lutte. Et on le nomme. Au moment où nous avons des cadres compétents dans nos partis qui ont mouillé le maillot et qui attendent d'être nommés. Moi, je dis toujours quelque chose. La politique, on le fait pour quand même servir ceux qui sont en dessous de nous. Ça crée
ça peut nous aider à servir nos militants à la base. Mais si vous luttez et que, mais au moment du partage, au moment des nominations, on ne pense pas à vous, non seulement on vous décrédibilise dans vos fiefs respectifs, mais c'est comme si on vous dit, mais écoutez, on n'a pas besoin de vous. Donc c'est là que le système partisan, pour moi, doit être un peu revu. Mais je pense qu'il y a un décret qui est sorti pour la nomination de certains Ministre conseiller. Justement, conseillers. j'allais en venir. Vous approuvez cette initiative du président Patrice Talon? Non seulement j'ai approuvé, j'ai également discuté avec le président ABT pour lui dire que je suis candidat à la candidature. Je remplis toutes les conditions. Je suis doctorant à l'école doctorale de l'économie de gestion de Brest. Je suis ingénieur statisticien diplômé de l'Université de Rennes 2, campus Villejean. Je pense qu'aujourd'hui, politiquement, nous avons fait ce qu'il faut et qu'on mérite largement d'être nommé conseiller ministre. Nous en avons la capacité, nous en avons les compétences et ce n'est plus à démontrer. Alors parlons toujours de l'actualité politique liée à 2026, puisque tout ce qui est effectué actuellement en débat au niveau de l'Assemblée nationale, c'est lié aux élections générales de 2026 pour qu'elles se passent de façon pacifique et beaucoup plus transparente. Alors, les tractations qui se font de part et d'autre, quel regard vous portez sur tout ceci? Mais c'est le jeu politique, c'est la démocratie qui demande cela. Là, vous savez, la politique, c'est la stratégie, c'est la théorie des stratégies de jeu où il y a du mouvement. Aujourd'hui, je peux être membre du BR et demain, je peux être membre d'un autre parti. Ce n'est pas de la prostitution. Ça dépend des enjeux qui sont en cours. Les tractations aujourd'hui montrent clairement que pour que la révision d'abord, pour qu'on parle d'abord en un premier temps, pour qu'elle soit prise en compte, il faut au minimum 3/4 des députés à la majorité. Il faut la majorité des 3/4, ce qui fait un total de 82 sur les 109. C'est l'article 154. Alors que la mouvance n'a pas 82 députés. C'est aussi ça la politique. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, attendons de voir la suite. Vous êtes pour la révision? Ou bien pour vous, c'est un test politique pour voir un peu l'émulation de ce Parlement-là? Est-ce que je suis pour la révision? Je pense que j'ai donné les avis suffisants pour que vous ayez au moins une image de ce que je pense du parrainage. Et j'ai donné aussi des solutions. Parce que lorsque vous dites, voilà, je n'aimerais pas que cela se passe comme ça, vous donnez des solutions. J'ai donné des solutions comme quoi nous pouvons, pour les élections de 2026, mettre de côté d'abord le parrainage. Moi, c'est que mon avis. On peut mettre de côté sans toucher la Constitution. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais ce serait un recul pour certains. Je ne pense pas. Est-ce que le parrainage permet d'avoir des candidats qui sont Vous vraiment... voulez qu'on repense le parrainage, en fait? Bien évidemment, et qu'on prenne le temps de le repenser. Moi, par exemple, j'ai dit ceci. J'ai dit, mais pourquoi les CA, on a 746 CA, pourquoi les CA n'auront-ils pas le droit de parrainer? En France, par exemple, ceux qu'on appelle les maires de quartier, ce sont les CA. Hein? Ils ont le droit de parrainer. Mais pourquoi les CA ne peuvent pas parrainer? Mais ça, on aura un nombre un peu plus élevé de parrains. Et on peut diminuer le pourcentage. Parce que moi, je trouve que 10% de parrains, ça limite le nombre de candidats à 10. Et s'il y a un seul parrain, c'est-à-dire un maire ou un député, qui dit ceci, parmi tous ces candidats-là qui viennent me voir, mais moi, je ne trouve aucun qui a un projet sérieux réel et qui peut réellement faire sortir le Bénin, qui peut réellement faire développer le Bénin. Je n'ai pas envie de parrainer. Et il est libre. La loi ne l'oblige pas à parrainer. On n'aura même pas 10 candidats aux élections présidentielles. On aura peut-être 9. Moi, je trouve que pour un grand pays comme le Bénin, limiter le nombre de candidats par rapport aux parrains, je pense que c'est un peu un recul démocratique. Et je le dis, c'est mon avis personnel. Oui, est-ce que cette opinion n'est pas en antinomie avec cette réforme du partisan que vous épousez? Puisque l'essence même de cette réforme, c'est de régenter un peu le monde politique pour qu'il y ait un certain nombre de candidats pour qu'on voit clair dans le paysage politique. Un certain nombre de candidats avant... Un certain nombre de partis politiques, que les candidats soient ici des partis politiques et que ce soit les partis qui soutiennent ces candidats-là. J'ai dit que nous sommes à quelques mois des élections de 2026.
et il y a un problème de parrainage. Pourquoi exclusivement pour 2026, on ne met pas de côté le parrainage? Mais pas pour 2031. Moi, je suis pour le parrainage. Je suis pour qu'il y ait quand même une qualité de candidat. Expérimentons en 2026 pour voir ce que ça va donner. Puisqu'on l'a déjà expérimenté en 2021. Expérimentons encore. Mais on l'a expérimenté en 2021. On a vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous en êtes convaincu? Qu'il y ait des candidats. Il y a eu 16 députés maires qui ont parrainé des candidats. Il y a une vingtaine qui a parrainé l'autre. Mais qui ne sont même pas daignés faire campagne avec la personne. Et au final, ils se sont retrouvés avec 1%. Romaï Boko, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'ai quand même une question à vous poser avant de vous laisser conclure. Alors, pour 2026, quelles sont vos espérances pour les élections générales? Pour les élections générales. Très belle question. Moi, j'ai dit à un ami hier qu'il est trop tôt de parler du Dauphinat, de qui sera candidat. Moi, personnellement, ça fait pratiquement 4 ans ou 5 ans que j'ai dit clairement que je serai candidat à la candidature en 2026. Si éventuellement celui que moi j'ai envie de soutenir n'est pas candidat. C'est qui? Je peux vous dire qu'il est du Nord. Ok. Je peux vous dire qu'il est du Nord et qu'il a été toujours à l'écoute de la jeunesse béninoise. Il y a beaucoup de jeunes qui ne le comprennent pas parce qu'il ne parle pas beaucoup. Il ne sort pas pour parler. C'est quelqu'un qui a été ministre. Vous ne voulez pas révéler son nom? C'est quelqu'un qui a été ministre et qui est actuellement à l'Assemblée. C'est un grand monsieur. Il est dans mon parti politique. Et s'il est candidat, je ne serai pas candidat. Mais s'il n'est pas candidat, je serai candidat. Candidat à la candidature? À la candidature. Vous parlez des premiers dans votre parti politique? Candidat à la candidature, bien évidemment. En dehors de ça, quel est le profil que vous souhaiterez mais j'ai donné, pour la présidentielle? Moi, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit, mais c'est ce monsieur que moi parce je que veux. beaucoup de gens qui épousent Patrice Talon comme vous estiment qu'il faut quand même une certaine caricature, un certain profil quand même pour la pérennité des actions qui ont été menées de 2016 à 2026. Je vous dis quelque chose. Si on a pu expérimenter que Patrice Talon, on a vu que Patrice Talon a fait mieux que le docteur Yahi Boni, c'est parce qu'on a expérimenté Patrice Talon. Moi, je dis toujours quelque chose. Il y a toujours mieux. L'homme dont moi je parle, c'est un homme qui est à l'écoute d'abord de la jeunesse et du peuple, au plus bas. Il va au village tous les week-ends. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous voulez choisir un président en 2026, il faut choisir quelqu'un qui a l'habitude d'aller au village. Vous savez pourquoi? Pourquoi selon vous? Parce qu'au Bénin, Midosu. Vous avez transcrit tout à l'heure. Bien sûr, je vais vous dire. Ça veut dire que si vous choisissez un candidat qui est à l'écoute de son village, qui va régulièrement au village, c'est qu'il est un Béninois qui est attaché au Bénin. Et il sait ce que c'est que la pauvreté. Et il peut lutter contre la pauvreté. Et il aura du respect pour le Béninois au plus bas. C'est un monsieur qui a fait un score, mais le plus grand score dans sa circonscription électorale. Alors, je vous dis quelque chose. Donc, vous révélez son nom, peut-être des fois à venir. Il est tellement aimé dans sa région que je me dis, c'est celui-là qu'il nous faut pour 2026. C'est celui-là qu'il vous faut pour 2026. Alors, Romaric Boko, dernière ou avant-dernière question. Quelle est votre opinion sur l'activisme politique de l'ancien président Boni Yahi, le président du parti politique Les Démocrates? C'est un citoyen comme tout Béninois. Et il est libre d'animer la vie politique. Il est libre d'avoir un parti. Et c'est ça qui fait la démocratie. La démocratie, c'est le pluralisme. La démocratie, c'est le dynamisme. Moi, j'aime quand il y a l'opposition. Parce que quand il y a l'opposition, il y aura match. Je ne suis pas contre l'activisme de Dr Boni Yahi. C'est le jeu démocratique qui demande ça. Alors, merci à vous, Romaric Boko. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un rituel sur cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous ces sympathisants et militants du Bloc républicain qui ont bien voulu suivre cet entretien. Chers amis, c'est M. Romaric Boko que vous connaissez tous, que vous appelez affectueusement Air Dubaï. J'aimerais m'adresser à cette jeunesse battante et combattante. J'aimerais leur dire que vous êtes l'avenir de ce pays.
peu importe les difficultés, gardez toujours la tête haute. Battez-vous pour votre pays. Aimez ce pays. Et que Dieu bénisse le Bénin. Merci. Merci à vous, Romaric Boko. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame, il a tenu à renouveler son soutien de façon inconditionnelle au président Patrice Talon. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes qu'il a eues avec le président Patrice Talon, notamment dans sa qualité de membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Et donc pour lui, il a fait savoir que le président Patrice Talon lui a dit que eux, qui sont des acteurs politiques, qui sont tout le temps avec les populations, ils sont ses yeux et ses oreilles au sein de la population. Lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir pourquoi de temps en temps il est un peu critique de façon très acerbe envers la gouvernance de Patrice Talon, il a donné l'illustration du cas de Togouin qui défrait la chronique depuis un certain temps. Il a tenu à faire l'historique de la déclaration d'utilité publique de cette zone. Il a fait un peu l'historique, il a fait part un peu des décisions de part et d'autre, également même de décisions de la Cour constitutionnelle. Il a fait part de cela également. Il estime en résumé que le montant d'expropriation fixé est un peu en deçà des investissements qui sont effectués. Lorsqu'il a été interrogé sur l'actualité politique, il a dit que lui, jeune, il ambitionne faire la politique autrement. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il s'est engagé en politique et qu'il est engagé en politique pour défendre le peuple. Et donc, il est satisfait de tout ce qui est fait par Patrice Talon. Il rassure les Béninois que Patrice Talon partira en 2026. Il a donné son opinion sur la révision de la Constitution en lien avec la modification du code électoral. Il dénonce des parrains qui n'ont pas suivi leur candidat pour la présidentielle, notamment parlant de la présidentielle de 2021. Et donc pour lui, lorsque l'on parraine un candidat, en principe, on doit battre campagne pour le dit candidat-là. C'est pour un souci de cohérence. Il recommande une nouvelle étude du parrainage. Il souhaite éventuellement que lorsque cette étude sera effective, qu'on puisse voir si on peut insérer les chefs d'arrondissement pour qu'eux également soient également des parrains pour l'élection présidentielle. Il a fait part également d'une désolation à son niveau, notamment au niveau des partis politiques, du fait que le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de nomination, ne fait pas véritablement beaucoup recours aux partis politiques, quand bien même il y a quand même des directeurs généraux qui sont membres de ces partis politiques. Et donc pour lui, il faut que le chef de l'État pense davantage aux partis politiques pour que cela enracine davantage leur crédibilité dans leurs fiefs respectifs. Il approuve l'initiative du président Patrice Talon de nommer des ministres conseillers. Il est très heureux de cela. Il dit qu'il est candidat à cette nomination-là également et qu'il a débattu avec le président Ablaye Biachani, président du parti politique Bloc républicain. Il trouve trop tôt de parler du Dauphinat, mais il nous a fait savoir qu'il a déjà quelqu'un qu'il ambitionne soutenir. Mais si éventuellement cette personne ne nous a pas donné le nom qui est à l'Assemblée nationale, ne nous a pas donné le nom, si cette personne n'est pas candidate, pour lui, il sera candidat à la candidature, notamment aux primaires de son parti politique. Car pour lui, la jeunesse doit rayonner, la jeunesse doit également prendre ses responsabilités. Et lorsqu'il a été interrogé en fin d'émission sur la présence de l'ancien président politique, l'ancien président Thomas Boniaï sur la scène politique, pour lui, c'est un citoyen lambda, il a droit d'animer la vie politique et donc cela va de l'animation de la vie politique et qu'il est heureux qu'il y ait l'opposition car quand il y a l'opposition, il y a match et cela dénote de la vitalité de notre démocratie. J'espère que je vous ai bien résumé. Parfaitement à 100%. Merci à vous. Je rappelle que Romaric Boko est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Il est candidat aux élections législatives de 2023. Il a été candidat aux élections législatives de 2023. Il est promoteur culturel, détenteur de la licence préfectorale de production de spectacles vivants en France, statisticien de formation. Il est également opérateur économique. Merci à vous, Romaric Boko, d'être venu. Merci pour le sacrifice. Ce sera toujours un plaisir de répondre à vos Merci d'avoir effectué le voyage, principalement pour cette émission. Absolument. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias, par la grâce et la volonté divine, si Dieu le veut, bien évidemment.